Peut-être d'abord me présenter, en quelques mots très rapidement. Je m'appelle Mathieu Grossetête, je suis maître de conférences à l'université du Toulouse Jean Jaurès. Voilà donc j'ai travaillé il y a un petit moment sur ces questions de mobilité, portées sur les accidents de la route et leur construction comme problème public. Puis j'ai ensuite, retravaillé sur ces questions-là dans le cadre d'une enquête ethnographique, que je vais un petit peu mobiliser là. Voilà comment je pouvais me présenter Très bien. et je débute d'emblée? Ouais? Ouais, ouais, ouais. J'attaque, excusez-moi, parce que je vous vois mal. Très bien. Et il Et y a donc, juste des petites coupures, merci en de fait. Il y a désolé. juste des petites coupures. Le Ah, alors oui. Ah, attendez, je suis désolé, parce que je suis dans un endroit, c'est un classique. Je vais me déplacer, me délocaliser parce que c'est pas évident, excusez-moi, je boite. Voilà. Tac, j'ai un problème de connexion, je suis navré. Oui, Je Karl dit que je ça vois rappelle, la période covid. Voilà, c'est ça, les joies de la téléphonie low cost. Et donc, je vais vous présenter une communication que j'espère pouvoir faire durer dans le temps imparti, à savoir 15 minutes. J'avais initialement appelé mobilité différenciée et destin inégaux, mais j'ai oublié une des dimensions de ce que je vais évoquer, c'est la question de la justice environnementale. Et je prendrai comme point de départ, l'un des acquis les plus solidement étayés par ce courant disciplinaire, surtout états-unien d'ailleurs, à savoir que les déséquilibres environnementaux, ils frappent pas au hasard, comme tout un chacun peut le constater, ce qui signifie que l'humanité n'est ni uniformément fautive, ni également vulnérable. Certains polluent sans compter, d'autres en payent le plein de tribut, certains décident, d'autres encaissent. À rebours du refrain bien huilé du «tous dans le même bateau», la traversée des crises environnementales et plus précisément du changement climatique, se joue sur des lignes de fracture nettes où le yacht et la barque ne prennent pas la même eau et ne fuient pas à la même cadence. Et c'est précisément sur ce point que je souhaite m'attarder durant ces 15 minutes, à savoir les mobilités subies, donc surtout dans les milieux populaires, et sur la manière dont l'idéologie dominante dite de l'éco-citoyenneté pèse de tout son poids sur la stratification sociale des déplacements. Et donc, dans cette conception dite de l'éco-citoyenneté, la transition écologique se résumerait, enfin serait abandonnée même aux choix moraux des consommateurs, sommés de sauver le monde en produisant une version plus durable d'eux-mêmes, le tout sans la moindre concertation démocratique. Cette écologie de la vertu, voire de la pénitence domestique, en fait, elle impose une norme silencieuse au milieu populaire, à savoir celles et ceux qui ne peuvent offrir ni le bio ni le calme résidentiel à bonne distance du périphérique, et encore moins les mobilités dites alternatives. Et on a là donc une asymétrie flagrante, qui éclaire l'un des principes les plus cruels de l'injustice environnementale, et ça constituera, je pense, un peu le fil conducteur de ma présentation. Ceux qui contribuent le moins aux dégradations environnementales en subissent les effets les plus dévastateurs, et ceux qui contribuent le plus massivement disposent des ressources pour s'en prémunir. Donc, pour étayer mon propos, je vais m'appuyer à la fois donc sur une littérature interdisciplinaire en sociologie, sciences politiques, géographie, économie critique, et aussi sur une enquête ethnographique que j'avais menée auprès d'une cinquantaine d'individus issus de différents groupes sociaux, concernant leur consommation énergétique. Et on s'était intéressé à trois postes de pollution, et parmi lesquels évidemment la mobilité. Et puis enfin, je m'appuierai plus secondairement sur quelques résultats issus de ma thèse, qui a été soutenue il y a un petit moment maintenant, donc sur les accidents de la route. Et mon idée, donc, c'est d'essayer de développer 3 idées. Je vais d'abord revenir, sur ce que l'exposition aux risques environnementaux doit à l'absence de mobilité, à savoir la sédentarité. Puis j'aborderai, le caractère socialement régressif des politiques d'écomobilité avant de proposer une réflexion plus générale sur les transformations de l'action publique, et notamment sur l'impuissance d'un État sommé face aux risques environnementaux de ne plus promettre que la débrouille. Et donc j'en viens à mon premier point que j'ai intitulé «Les grands immobiles, sédentarité et vulnérabilité environnementale». Et là, je vais peut-être moins m'intéresser à la mobilité qu'à son absence, à savoir la sédentarité. Et là aussi, je pars des acquis les plus solides de la justice environnementale, à savoir que les bienfaits et les méfaits de l'environnement, les risques et les aménités donc, ne se distribuent jamais au hasard. Ce déséquilibre ne révèle pas d'une malchance géographique, mais bien de la structure même de l'espace social, dont l'espace physique n'est que la projection consolidée. Les lieux, ils trient, ils filtrent, ils hiérarchisent. Habiter ici ou là n'a rien d'anodin, et encore moins quand le climat se dérègle. Et donc je voudrais qu'on s'arrête, sur le cas des risques, dits naturels, ils sont bien mal nommés d'ailleurs, qui illustrent avec une brutalité exemplaire ces injustices spatiales qui sont elles-mêmes étroitement liées aux capacités de mobilité de chacun. Que ça soit les canicules, les inondations, les glissements de terrain,
Ces phénomènes frappent des territoires qui sont inégalement préparés, dotés d'infrastructures elles-mêmes inégalement robustes, avec des habitants inégalement protégés, informés, entendus, mais aussi et surtout en mesure de fuir. La sédentarité, entendue comme l'incapacité à se mouvoir, elle pèse de tout son poids dans l'exposition aux risques dits environnementaux, hein. L'aléa climatique, en effet, il faut rappeler qu'il ne devient catastrophe, hein, que lorsqu'il rencontre une vulnérabilité sociale. Une leçon ancienne, établie notamment par Jacques Theiss dans les années 80, mais encore rarement appliquée dans les politiques d'aménagement du territoire. Alors là, j'ai quelques travaux qui me permettent d'étayer ce premier point, notamment le travail de Huré sur l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans en 2005, qu'il a tragiquement rappelé. Les morts ne résultent pas d'un excès thermique ou hydraulique, hein, mais de ce que certains auteurs, comme Eric Lindenberg, appellent les conséquences biologiques de fautes sociales. Fautes sociales qui tiennent notamment à la mobilité contrainte des plus démunis, hein, incapables de s'extraire d'un territoire inondable. Il en va de même de la canicule survenue à Chicago en 1995, étudiée par Lindenberg. Ceux qui subissent sont ceux qui ne peuvent fuir. En France, la canicule de 2003 en a offert une déclinaison nationale, 15 000 morts, pour la plupart âgés, isolés donc, immobiles dans des logements exigus. Autrement dit, ce ne sont pas tant les aléas climatiques extrêmes qui tuent, mais bien les inégalités de mobilité. Or, dans le grand concert de la mondialisation, les milieux populaires, hein, semblent condamnés à l'immobilité, immobiles là où d'autres voyagent, immobiles là où d'autres fuient, et de ce fait, plus exposés aux risques environnementaux. Les disparités d'exposition aux risques naturels, donc, elles expriment, hein, ces capacités de mobilité profondément hiérarchisées. Les élites globalisées, dotées de ce que Anne-Catherine Wagner appelle un capital culturel international, ils disposent de ressources suffisantes, hein, pour déplacer leurs corps, leurs capitaux et leurs inquiétudes au gré des dérèglements. Et ce capital culturel, hein, elle le définit de la manière suivante, donc des résidences secondaires, des réseaux transnationaux et des séjours à l'étranger. L'espace habité laisse donc apparaître une cartographie des protections inégalement réparties. Il suffit de contempler les ghettos du Gotha, pour reprendre l'expression des pincerons Charlot, pour mesurer combien le privilège résidentiel s'épanouit à proximité d'aménités environnementales, elles-mêmes soigneusement filtrées par le marché immobilier. Donc on le voit bien, l'exode climatique ne s'offre pas à tous, tandis que certains fuient la chaleur en résidence secondaire, d'autres l'encaissent dans des logements sociaux mal isolés. Ainsi, la mobilité, notamment résidentielle, hein, se fait l'expression d'un privilège, une ostentation discrète du pouvoir de vivre à distance des risques, hein, que ceux-ci soient climatiques, sanitaires ou encore sociaux. Sous couvert d'adaptation aux dérèglements environnementaux se profile un risque bien moins climatique que social, celui d'une fragmentation accrue, parfois nommée non sans lucidité apartheid climatique, où l'élite s'abrite pendant que les autres subissent. Les classes populaires font donc avec ce qui reste, un périurbain dégradé, un rural enclavé. Elles ne l'habitent pas, elles le subissent, reléguées dans les marges d'un territoire où, bien souvent, hein, les pollutions convergent et les services publics s'évaporent. Mais la fixité résidentielle, pour autant, n'est pas toujours un désavantage. Elle peut aussi devenir une ressource paradoxale, hein, quand elle devient du capital d'autochtonie, hein, donc une notion ancienne en sociologie, hein, années 80, donc fait de savoir vernaculaire, voisinage familier, sociabilité locale, solidarité territorialisée, etc., qui viennent évidemment compenser l'impuissance politique. Les milieux populaires se réduisent pas à la dépossession, hein. Ils disposent de cette ressource territoriale qu'est l'enracinement, même si toutefois, ce fragile ancrage peine à inverser le différentiel, pardon, d'accès à la maîtrise de l'espace. Voilà, ça c'était mon premier point, plutôt, sur l'absence de mobilité. Et maintenant je vais évoquer le deuxième point qui, aborde plus frontalement la question des mobilités, que j'ai appelé donc des politiques d'écomobilité, 2 points, une sobriété régressive. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a été bien établi, notamment par un économiste qui s'appelle Éloi Laurent. Sous le masque séduisant de la modernité écologique, en fait, les politiques environnementales en général et celles d'écomobilité en particulier sont, pour reprendre donc les mots d'Éloi Laurent, socialement régressives. Ça signifie que les ménages modestes en supportent de manière disproportionnée le coût financier, tandis que les plus aisés tirent un avantage équivalent en captant subventions, exonérations, et transformant parfois, d'ailleurs, la transition écologique en rente discrète. Ce faisant, ces politiques, elles perpétuent une inégalité profonde. Elles ciblent ceux qui, dépendant structurellement de la voiture, se voient privés d'alternatives crédibles, tout en ménageant ceux qui pourraient aisément s'en passer. Les mobilités alternatives sont précisément accessibles à ceux qui en ont moins besoin, hein, voitures, véhicules hybrides, vélos électriques, transports en commun bien desservis, etc. Pour les autres,
donc les milieux populaires, mais aussi certaines fractions des classes moyennes désargentées, les injonctions à la sobriété deviennent une sanction sociale, interdiction de circuler, exclusion des centres urbains, hausse des coûts énergétiques. Et ce sont bien les classes populaires qui sont visées par ces politiques, alors même qu'elles se déplacent peu, le moins, qu'elles polluent peu, mais qu'elles meurent beaucoup plus de leurs trajets quotidiens, notamment les trajets domicile-travail, où j'avais montré dans ma thèse que ces trajets sont 2 fois plus meurtriers pour les ouvriers que les autres catégories sociales, 30% contre 15%. Jean-Claude Chenet, historien de la violence, l'avait déjà bien pressenti en 81. La classe ouvrière meurt sans doute plus de sa motorisation que de son exploitation. Et donc pendant que les plus favorisés vivent à l'échelle du globe, souvent pour se divertir, les classes populaires, elles restent assignées à un territoire restreint, périurbain ou rural, le plus souvent, et contraintes de se déplacer par nécessité, travailler, se soigner, survivre. Leur mobilité est subie, fragmentée, traversée par la dissociation des espaces professionnels et résidentiels. Trajets longs, horaires décalés, transports indigents, véhicules fatigués, routes secondaires dégradées. Et au bout du compte, c'est précisément là que les tués de la route prennent leur quartier, 80% donc sur route secondaire. Et l'un des paradoxes les plus cruels de cette géographie sociale des déplacements, j'ai envie de dire de la contrainte, eh bien là, ceux qui bougent le moins et le moins loin sont aussi ceux qui meurent le plus de devoir bouger tout court. C'est donc pas un goût immodéré pour l'asphalte qui incite à prendre le volant à l'aube, mais bien l'agencement social de l'espace physique. La voiture n'est pas un choix pour ces populations, c'est un instrument de survie, comme j'ai déjà dit, pour naviguer dans un monde dispersé, rejoindre des zones d'activité excentrées, usines lointaines, chantiers précaires, bref, rester dans la course, même à contretemps. Et voilà que désormais, les classes populaires sont sommées de rouler propre, comme si l'urgence climatique pouvait se réduire à une simple question de normes techniques ou de motorisation hybride. Pour celles et ceux qu'on invite à y renoncer, l'automobile n'est pas un choix, encore moins un compromis écologique délibéré. C'est une nécessité incontournable et de surcroît, l'un des derniers bastions de leur autonomie. Alors que les récits enchantés sur la mondialisation nous vendent l'avènement d'un monde fluide, il faut rappeler que la mobilité, comme la pollution qu'elle génère, demeure à la fois un privilège et une nuisance parmi les plus inégalement répartis. À titre d'exemple, Oxfam nous a indiqué en 2023 que les 1% les plus riches polluaient autant que les 2 tiers les plus pauvres de l'humanité. Un rapport plus récent aboutissait au même constat. Et donc, la pollution, tout comme la mobilité, est étroitement dépendante de la position sociale. Et ça, on le voit bien avec les trajets dits longue distance. Quelques chiffres suffisent à s'en convaincre. 90% des cadres, sauf des vacances, là où la moitié des ouvriers en sont privés. Les séjours à l'étranger sont encore plus socialement sélectifs. 15% de la population réalise la moitié. Et de plus, en parallèle, ces utilisateurs de modes de transport polluants peuvent s'offrir en guise d'expiation quelques éco-gestes convenus, crédit carbone, plantation lointaine, avant de reprendre l'avion moralement déchargé et symboliquement réhabilité. Présentée comme un impératif collectif, en réalité, la sobriété écologique, elle s'incarne dans une discipline sélective mais individuelle. Elle frappe prioritairement ceux qui hier ont le moins profité de la gabegie énergétique. Pendant ce temps, les grands voyageurs du capitalisme mondialisé, dont yachts et jets privés échappent à toute restriction de circulation ou toute taxe sur les carburants, ceux-là, ils poursuivent leur cavalcade au large ou à haute altitude, mais toujours à grande vitesse, et surtout loin des remontrances morales. Ainsi va la justice environnementale. Dans un monde où les responsabilités s'inversent, ceux qui se déplacent peu, donc polluent peu, se voient sommés de changer de mode de vie, tandis que les champions de l'empreinte carbone, les plus gros émetteurs donc, se contentent, en tout cas peuvent se contenter de changer de discours. Et donc j'en viens à mon dernier point, que j'ai audacieusement intitulé « L'État résilient ou la débrouille organisée ». Et donc j'essaye de discuter un peu l'action publique face à ces questions. Et donc on constate que devant cette montée des risques environnementaux, un mot s'est imposé, avec un certain succès d'ailleurs, le mot résilience. Mais ce que l'État appelle aujourd'hui résilience relève en réalité moins de la protection que du désengagement. La résilience, telle qu'elle est mobilisée dans les politiques publiques, consiste à apprendre à supporter plutôt qu'à transformer. Mais ce mot sonne bien, souple, moderne, réactif. Sauf que derrière cette neutralité apparente se cache une stratégie de gouvernement soigneusement calibrée. La responsabilité du salut de la planète est déplacée de l'État vers les individus qui sont sommés de faire leur part. Ce tournant, il traduit moins un réalisme lucide qu'un renoncement politique. Plutôt que d'affronter les causes structurelles des inégalités écologiques, en fait, on aménage leurs conséquences.
Les dispositifs d'adaptation deviennent alors des instruments de gestion différentielle des vies. On protège ici, on compense là. Ailleurs, on recommande de s'habituer, en somme, d'être résilient. L'État n'intervient pas pour garantir l'égalité face au risque. Il intervient pour enseigner la bonne conduite sans réduire les inégalités, se rafraîchir sans clim, isoler son logement à ses frais, préférer la voiture, le vélo à la voiture. La vertu se substitue à la justice, l'éthique à la politique, et l'ajustement devient la nouvelle forme de docilité. Les classes populaires, qui sont précisément souvent présentées comme résistantes, inventives, donc résilientes, sont en réalité celles qui payent le prix fort de ce réalisme managérial. Dans cette écologie de la résilience, la frontière entre autonomie et abandon, elle s'obscurcit, l'état social se retire et l'individu se voit chargé d'une mission héroïque, tenir coûte que coûte. L'idéal civique se réduit à une morale d'endurance et on en vient célébrer la débrouille comme un acte de bravoure. Voilà, et je finirai en 2 mots avec une conclusion que j'ai appelée la probabilité des destins de classe. Et je vais être très rapide. Donc, juste, on voit au terme de ma présentation que les inégalités écologiques elles révèlent ni du hasard, ni d'une simple intersection de variables, comme on peut le lire ici et là. Elles sont en fait cumulatives. Elles s'empilent plutôt qu'elles ne s'entrecroisent et dessinent non des exceptions, mais l'ordre du probable, celui des destins de classe. La vulnérabilité environnementale n'est pas une fatalité, hein, c'est une probabilité sociale, un produit de l'histoire et de la structure des mobilités. Et donc, ce que la crise écologique met à nu, c'est donc moins un effondrement de la nature qu'un effondrement de la justice. Et la manière dont on gère la première dit beaucoup de la manière dont nous avons renoncé à la seconde. Voilà. Je vous remercie de votre attention.